Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Jessica Élie-Léonard. Et nous serons vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Le balado est rendu possible grâce à Innovation Sciences Développement économique Canada et l'espace Coworking. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé d'aborder les différentes façons de s'établir en agriculture. Pour nous accompagner dans ce sujet, nous avons fait appel à 3 experts. Le premier que nous recevons est Benoît Curé, coordonnateur de l'Artère, avec qui nous aborderons le sujet de jumelage entre propriétaires de terres agricoles et personnes aspirantes en agriculture. Bonjour Benoît, merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Benoît, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es? Qui je suis? C'est une très bonne question. Moi, je suis non issu d'une famille agricole, mais un peu comme Obélix, je suis tombé dans l'agriculture très jeune. Est-ce que ça te donne des super pouvoirs comme Obélix? Non, malheureusement, non. Dommage. J'ai commencé à travailler dans une petite ferme pédagogique proche de chez moi. J'avais peut-être 11-12 ans, puis assez rapidement, j'y passais mes samedis après-midi, puis après tous mes samedis, puis mes dimanches. Et je partais avec ma petite boîte à lunch et je revenais en fin de journée. Donc, ce qui a probablement donné une piqûre. Et après, j'ai fait mes études en agriculture. Puis j'ai toujours travaillé dans le milieu agricole. Ça fait 20 ans que j'ai immigré ici. J'ai travaillé en porcherie. J'ai travaillé en développement territorial, à aider les gens à se démarrer en agriculture, tout en ayant moi un projet également que je partageais avec ma conjointe de l'époque. Puis projet qu'on a longtemps travaillé et qu'on a fini par réussir à démarrer en 2017. Puis comme dans d'autres cas, séparation de couple, donc fin de projet, et ce qui m'a amené à l'Artère, en fait, en fin 2019. Un mal pour un bien? On peut dire ça. On peut dire ça. Et justement, l'Artère, qu'est-ce que l'Artère? Peux-tu nous parler de sa mission, sa vision, sa fondation et ses principaux objectifs? Oui. Alors, l'Artère, c'est un service de jumelage dont l'objectif est d'aider les aspirants agriculteurs à s'installer en agriculture. Nous, on a vraiment une finalité d'établissement en agriculture. De personnes qui, la plupart du temps, ne sont pas issues du milieu agricole, ou s'ils sont issus du milieu agricole, ils ne prennent pas la relève de la relève familiale. Il y a peut-être déjà d'autres frères et sœurs qui sont installés. Donc, ce sont des personnes qui cherchent un lieu pour démarrer leur projet ou reprendre une entreprise. Donc ça, c'est vraiment la finalité de l'Artère. Comment on fait? L'Artère est un service qui est offert par le CRAAC, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Le service est offert aux MRC qui ont la possibilité d'adhérer ou non. On aimerait, nous, que toutes les MRC agricoles du Québec... Justement, est-ce que vous êtes partout au Québec ou seulement... On est présent dans 50 MRC actuellement à travers le Québec. On a déjà été un peu plus, mais on vise à... Puis c'est pas vous qui voulez pas être partout, c'est les MRC qui... En fait, c'est ça, c'est nous, on offre un service, puis ils peuvent adhérer ou non. Puis pour adhérer, souvent, il faut qu'ils payent une adhésion, une cotisation à la coordination provinciale et il faut qu'ils désignent une ressource. Donc, parfois, l'enjeu, c'est trouver le financement pour participer au projet ou on en a d'autres qui nous ont dit, nous, le projet, l'enjeu, c'est un enjeu de ressources humaines. Là, on a de la difficulté à trouver quelqu'un qui va venir prendre le poste. Donc, on a différents enjeux. Puis, c'est pas mal ça. Oui, non, mais c'est super intéressant. Puis, toujours sur ce sujet de région, est-ce qu'il y a certaines régions où est-ce que vous n'êtes pas du tout, puis vous aimeriez éventuellement... Oui, on a déjà été, on est plus présent en Gaspésie, okay. Même chose pour Capitale-Nationale, Lanaudière. On a été, sinon, c'est quoi en Abitibi-Témiscamingue, il y a la MRC de Témiscamingue qui est là depuis le début. Mais on sait qu'il y a certaines régions, certaines MRC qui ont de l'intérêt. Des fois, c'est vraiment des questions de timing administratif, de gouvernance. Il y a des projets qui sont en préparation depuis un moment, mais le temps, des fois, d'attacher des ententes sectorielles entre plusieurs MRC, puis avec des gouvernements, ça peut
prendre du temps. Là. Donc, c'est possible, ça dépend juste des circonstances et les élus sur oui, place. c'est ça. Ça D'accord. dépend de la volonté politique. Puis après, des sommes gouvernementales, des fonds disponibles. On n'est pas dans une période très, très, très généreuse. Donc, c'est la balado à ce sujet. On salue toutes les organisations. Oui, chapeau. Oui, c'est ça. Oui. Chapeau. C'est pas, puis je partirai pas dans un débat politique parce que c'est un contexte, là, mais c'est ça, c'est le contexte qu'on a actuellement, nous, au niveau de l'Artère. Parfait. Puis justement, dans un contexte où la relève est plus importante que jamais, il y a de plus en plus d'entreprises agricoles qui n'ont pas de relève. Qu'est-ce que vous faites à l'Artère pour attirer justement des relèves potentielles? On a deux niveaux, souvent. On a le niveau provincial dont je m'occupe, qui est faire de la promotion dans les médias traditionnels agricoles, donc La Terre de chez nous, le Coopérateur, le Bulletin, d'être présent dans les grands événements, Salon de l'agriculture, Expo Champs, ces événements-là, faire un petit peu de représentation ici et là aussi. Puis après, sur le terrain, dans les régions où le service est offert, les agents de maillage, eux, vont essayer d'être présents dans toutes les activités. J'ai vu les collègues du Centre du Québec dernièrement, toutes les journées Impact organisées par le ministère. Eux autres, ils ont toutes faites. Ils ont été présents à toutes les journées donc pour se faire connaître. Puis les agents de maillage vont dans les établissements d'enseignement agricole aussi. Okay. Donc, il y a un gros travail terrain à faire. Il y a beaucoup de travail terrain. Les aspirants agriculteurs, donc aspirantes qui veulent se lancer, eux autres, s'ils nous cherchent, ils nous trouvent. OK. Des fois, c'est plus l'enjeu est plus moins au niveau des repreneurs que des cédants qu'il faut aller convaincre. Puis il faut leur présenter le service. Il faut initier une réflexion sur qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de la vie de l'entreprise. Puis c'est intéressant, ça. C'est un gros enjeu, ça. Justement, sur ce sujet, à quoi ressemble ce processus de transfert ou pour inciter les gens? Comment vous abordez ces personnes qui sont un petit peu peut-être réticentes à l'idée? Moi, je dis souvent, on sème des graines de réflexion. OK. Puis on est dans un contexte agricole, là, tu sais. C'est très concept. Mais non, mais c'est... mais parce que tu peux semer une graine de réflexion, puis la graine, elle peut rester là, puis tant que les conditions sont pas là. Tu sais, quand tu fais un semis dans un champ, tu peux semer ta graine, puis tant que tu n'as pas la bonne température de sol, tant que tu n'as pas la bonne humidité, ça lèvera pas. Mm-hmm. Puis nous, on sème des graines de réflexion, on essaie d'amener les gens à se préparer à la transition, je veux dire, plutôt que le transfert, la transition. Tu sais, s'ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui reprenne derrière, faut qu'ils se préparent. Puis des fois, il y en a, le terreau est fertile, puis on plante la graine, puis ils vont enclencher une démarche. Puis il y en a d'autres, des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Un des gros enjeux qu'on a au Québec, c'est que les producteurs et productrices, souvent, ils sont pas prêts. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils vont être prêts? Puis c'est quoi l'élément déclencheur? Souvent, c'est la fatigue, ça va être ma dernière saison. Mais là, c'est un peu tard pour se préparer correctement. Plus on se prépare tôt, plus on se donne d'options, puis plus on a de possibilités, puis on peut expérimenter ou tenter des choses. Donc, on essaie de les rencontrer le plus tôt possible. Justement, du moment où le producteur agricole se dit « OK, je suis prêt à entamer ce processus-là » jusqu'au jour où juste le remet ses clés à la relève, on parle de combien de temps à peu près? Ça doit varier, mais en moyenne. C'est très variable. C'est très variable. Souvent, puis là encore, moi, il faut que je remette un peu de contexte. Là, je coordonne l'Artère, donc moi, je ne suis pas sur le terrain à accompagner les producteurs et les aspirants. Mais souvent, quelqu'un qui veut transférer son entreprise, nous, on va le référer vers un conseiller en gestion. L'entreprise en tant que telle, où est-ce qu'elle est rendue? Est-ce qu'elle est transférable demain matin ou est-ce qu'il y a des petites modifications à faire? Puis le cédant ou les cédants, parce que c'est souvent quand même un couple. Plus qu'une personne. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts financièrement? Est-ce qu'ils sont prêts mentalement? Donc, tu les envoies vers des planificateurs financiers conseillers à la retraite. Puis après, il faut regarder avec le comptable et le fiscaliste, parce que le premier à se servir dans une transaction, c'est l'impôt. Donc souvent, le fiscaliste entre en jeu pour essayer de trouver des stratégies, des scénarios pour faire que l'impôt soit le moins gros possible. Donc, il faut jouer dans tout ça. Puis là, on parle juste ça. Ça peut prendre minimalement, je dirais, 6 mois à 2 ans, 2 ans et demi. Et là ton cédant, il est juste prêt à
réfléchir à la suite, puis à rencontrer quelqu'un. Donc après ça, le temps, on n'a pas encore présenté, on n'a pas sélectionné on n'a personne pas encore présenté personne. Puis là, si on présente quelqu'un, ben faut se côtoyer, il faut voir est-ce qu'on a des affinités. On se date, comme on dit. Ça. Et ça peut prendre un autre 6 mois. Fait que là, on est rendu 2 ans et demi, 3 ans. Puis après, il faut essayer. Concrètement, on pense que ça pourrait fonctionner, etc. Des fois, il y a des périodes d'essai de 6 mois, 1 an. Donc là, on est rendu à 4-5 ans. 4-5 ans. Facile. C'est une énorme responsabilité. Là, puis ça doit arriver que rendu au bout de tout ça, finalement, ça fonctionne pas. Exactement. Ça veut pas qu'il n'y a aucune garantie de succès. Donc là, tu repars faut retrouver quelqu'un, puis il faut dater, puis après, il faut essayer de conclure. Donc, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que quand je dis, on veut essayer de les sensibiliser le plus tôt possible. Oui. C'est que quand tu es rendu à 70 ans, puis que physiquement, ça devient difficile, tu n'as peut-être plus l'énergie de faire tout ça. Tu as peut-être la volonté, parce que beaucoup l'ont, la volonté de transférer à quelqu'un, de transmettre, de voir qu'une autre famille va prendre le relais. Mais souvent, ils n'ont pas l'énergie pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, j'imagine que ça ne doit pas être dans le haut de leur priorité, là, avec toutes les tâches qu'ils ont à accomplir. Très abstrait aussi, c'est pas imminent. Non. Ils l'ont jamais fait. Eux autres, ils ont peut-être été déjà dans le siège du repreneur, mais ils n'ont pas été dans le siège du cédant. Donc, ils ont jamais vu la préparation de ça. Ils l'ont jamais apprise. Oui, puis ça doit être, je veux dire, c'est l'équivalent de laisser partir son bébé aussi, là. Oui. Il y a tout ce processus. Exactement, une entreprise que tu as passé des années à construire. On dit toujours l'agriculture, c'est pas juste un travail, c'est un mode de vie. Parce que ton entreprise, c'est ton lieu de vie aussi. Donc, il y a ça. Tu fais pas juste quitter ton entreprise puis vendre ton entreprise. C'est ton milieu de vie, souvent, parce que si je suis propriétaire puis que j'ai une ferme laitière puis que tu veux reprendre, là, tu vas peut-être vouloir habiter dans la maison qui est sur la ferme. Fort probablement. Donc, des fois, c'est ça. C'est pas juste l'entreprise, c'est l'entreprise, la maison dans laquelle on a vécu. Tous les souvenirs attachés Exactement. aussi à ça. Tout, Exactement. En tout cas, c'est un très gros... j'ai juste l'anglicisme, un très gros move à faire. Oui, c'est un changement de vie carrément. Là. C'est ça, d'où l'importance de se préparer à l'avance. Je trouve ça vraiment intéressant de travailler en amont. Puis vous êtes quasiment faites la sensibilisation, la prévention pour assurer un succès, pour assurer un non-échec. On essaye, en tout cas, on essaye de passer le message, là, de s'y prendre tôt. Puis, comme je disais, nous, on sème les graines, parce que souvent, les personnes les mieux outillées pour accompagner les cédants dans tout ça, c'est les conseillères en transfert. Je dis conseillères parce que c'est très majoritairement des femmes. Là. Conseillère en transfert, agent de maillage, est-ce qu'on parle de la même chose? Non, c'est pas la même chose. OK. L'agent de maillage de l'artère, il faut le voir comme un généraliste. Comme un médecin généraliste. Il va être en mesure de comprendre si tu as une angine, une grippe, peut-être une suspicion de cancer ou un problème cardiaque. Mais ce n'est pas un cardiologue, ce n'est pas un cancérologue. Donc, l'agent de maillage, la force de l'agent de maillage, c'est d'être à l'écoute, de bien cibler les besoins, puis d'orienter vers les bonnes ressources au bon moment. On veut vraiment, nous, on réfère. C'est justement un producteur qui veut vendre ou un couple de producteurs qui veut transférer l'entreprise, assez rapidement, on va lui dire, va voir un conseiller en gestion pour la partie entreprise économique, puis pour toi, fais appel à une conseillère en transfert. Puis souvent, ils vont cheminer avec la conseillère en transfert, puis quand ils vont revenir, puis qu'ils vont être prêts, nous, on va pouvoir leur proposer quelqu'un. Mais tout ce que fait la conseillère en transfert, nous, on ne le fait pas. C'est pas nos compétences. Là. C'est un travail très minutieux, très précis, c'est du cas par cas. Oui. C'est ça, j'étais curieuse. Est-ce que le service que vous offrez est standard pour tous les gens ou c'est un service qui est personnalisé en fonction du cédant ou des cédants? Moi, mon rôle de coordonnateur, c'est d'harmoniser le service. Pas d'uniformiser le service. Uniformiser, ça veut dire que ce serait exactement la même chose partout. Harmoniser, ça veut dire qu'on a les mêmes pratiques, on a le même vocabulaire, on a les mêmes outils, mais après, on s'adapte au contexte. Et à l'artère, nous, on part d'une feuille blanche. C'est vraiment, c'est quoi ton projet? C'est quoi tes besoins liés au projet? C'est quoi tes idées? Puis on va partir d'une feuille blanche, puis on va regarder. On va pas te dire, OK, tu veux louer, on va partir sur un mode location. On reste ouvert à toutes les options, puis on va vraiment, comme challenger sur, OK, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, pourquoi tu veux faire ça comme ça. Là encore, on n'est pas des conseillers en gestion, donc toute la partie financière, on ne touche pas à ça.
Mais ce qui est viabilité de ouais. la... Mais on travaille vraiment, nous, en amont, sur la réflexion, la préparation. Avec les cédants, parfois, on en fait un petit peu, mais tu sais, assez rapidement, c'est ça. On va passer la POC aux conseillers en transfert, ou des fois, il y a des conseillers en gestion aussi qui font la préparation en transfert, qui ont un peu les deux chapeaux. Là, mais on reste vraiment, nous, dans notre tal on accompagne, on fait la préparation de sol. On va rester dans des parallèles très agréables. On fait un peu la préparation de sol. Puis après, nous, l'autre force de l'artère, c'est la mise en relation. Nous, on a une base de données qui nous permet de mettre en relation justement des aspirants avec des propriétaires que les autres n'ont pas. Donc, on a, nous, cette capacité de mettre les gens en relation. Puis ça prend quoi comme critère si, par exemple, moi, je veux reprendre une entreprise agricole? C'est quoi que ça prend comme critère pour être une relève potentielle? Nous, notre critère numéro 1, c'est est-ce que c'est un projet économique? Donc, dans le sens, est-ce qu'il y a une vente de produits agricoles? Si tu me dis, moi, je cherche une terre pour avoir un grand potager, puis nourrir ma famille et puis avoir 4 poules, on va dire que c'est un beau projet, mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des entreprises agricoles dans les régions du Québec. Donc, on a vraiment, le premier critère, c'est la vocation économique. Puis, ensuite, c'est dans quelle région tu veux t'installer. Si tu as un projet, est-ce qu'on est présent ou on n'est pas présent? Si on n'est pas présent, malheureusement, on va t'orienter vers d'autres ressources. C'est les conseillères relèvent du MAPAC, les conseillers agro dans les MRC. Si tu vises une région qui est desservie par l'artère, on va te diriger vers l'agent de maillage. Puis c'est avec l'agent de maillage que tu vas commencer une démarche. Puis là, on va passer un petit peu à gérer des critères qu'on pourrait dire secondaires, là, mais qui sont... Est-ce que tu as une formation en agriculture? Est-ce que tu as de l'expérience? Nous, on est capable de travailler si tu n'as rien du tout. Okay. J'allais poser la question, justement. Donc, si Catherine et moi, si on voulait racheter une entreprise... on vous recommanderait très, très fortement peut-être d'aller justement, peut-être chercher une formation. Déjà, en fait, la première des choses, une fois qu'on a quelqu'un qui nous dit on a un projet, c'est quoi le projet? Est-ce que tu dis, moi, je veux juste, j'ai vu ça, c'est beau l'agriculture, puis je voudrais vivre sur une ferme? Ça a l'air bucolique. Oui, ou est-ce que tu sais déjà, moi je suis plus animal que végétal, puis dans le végétal telle chose ou animal telle chose. Puis donc je reviens à l'expérience parce que tirer des vaches, c'est 7 jours semaine, 365 jours par année. Là. Oui, puis c'est 2 ou 3 fois par jour. On a beaucoup de membres d'ailleurs qui ont des fermes laitières, donc on connaît bien la réalité, puis c'est quelque chose. Tu sais, moi j'ai eu ma ferme, j'ai eu des brebis, là. Le dimanche, elles ne connaissent pas. Noël... Elles ont faim, puis il faut que tu les nourrisses 2 fois par jour. Donc, il faut que tu sois prêt à ça. Donc, c'est pour ça que Puis, comme je dis, nous, c'est pas un critère de... Si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas de formation, on ne t'accompagne pas. On va t'encourager très, très fortement à aller peut-être chercher ce bagage-là. D'autant plus que si tu as un projet conséquent qui va avoir besoin de financement, la financière agricole, eux autres, s'ils veulent garantir ton prêt, ils vont exiger que tu aies une expérience conséquente. Donc... On encourage fortement. C'est pas tant vous, plus que vous savez que si la personne a besoin de financement, ça risque de demander d'avoir des études. Tu sais, puis c'est pas juste pour le financement. J'ai une collègue qui dit, si tu veux travailler, si ton rêve, c'est de travailler dans des serres puis de faire pousser des tomates dans des serres, as-tu déjà mis les pieds dans une serre en plein été? C'est chaud et c'est humide. Tu vas peut-être changer d'idée. Si tu n'es pas capable de faire une journée dans ces conditions-là, c'est ça. Ça se peut que finalement, tu dises, je vais aller faire autre chose. Non, c'est ça, la réalité versus l'utopie de ce qu'est l'agriculture est très différente. Ou l'image qu'on en a, oui. Puis, on reprend la traite des vaches laitières. Ça peut se faire très tôt, ça peut se faire plusieurs fois par jour, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il faut le faire. Là. Que ça te tente ou que ça te tente pas. Tu as un animal qui peut véler en plein milieu de la nuit, puis tu dois te lever pour aller... ou qui tombe malade, ou... Moi, on arrive à la Saint-Valentin. Là. Moi, j'ai une anecdote, justement, quand on avait l'entreprise avec mon ex-conjointe, à un moment, on a sa sœur qui vient prendre les enfants pour une fin de pour du samedi au dimanche, puis on s'est dit, OK, on part tôt de la bergerie. On a commencé à nourrir, puis on finit de nourrir, il est à peu près rendu 21h. C'est déjà tôt, tu sais. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Oui, on avait une soirée. Écoute, on avait une soirée. Puis là, on voit une brebis, puis on fait comme, elle a commencé à mettre bas, là, mais elle n'a pas fini, puis clairement, elle a besoin d'aide. On est sorti de la bergerie à 1h du matin. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. C'est ça. Mais c'est la même chose quand on planifie un voyage. C'est ça, c'est cette réalité-là que... Il faut que tu sois conscient que ça va complètement changer ta vie. Puis est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu as déjà un petit peu touché à cette réalité-là ou pas? Donc ça, c'est pour les aspirants. Puis
les cédants, les producteurs, productrices qui seraient intéressés à faire appel à l'artère, ben, eux, ils nous contactent. Première des choses qu'on fait, on fait une rapide évaluation. Est-ce que l'actif qui va être proposé est propice à un projet agricole? On ne parle pas de viabilité, je redis, mais on ne touche pas aux chiffres. Mais est-ce que c'est propice? Si tu dis, moi j'ai un vieux bâtiment, là, puis que dans le fond, ça attend juste le prochain coup de vent pour tomber, c'est peut-être pas propice. C'est peut-être pas pour ça. Donc, c'est la première vérification qu'on fait. Puis après, ben là encore, si c'est un producteur agricole ou productrice agricole, on va les référer vers les personnes pour se préparer. Parce que des fois, on a des simples propriétaires fonciers, monsieur, madame, tout le monde, qui a acheté une propriété en zone verte, qui utilise la maison comme maison de campagne ou chalet, mais qui veut mettre l'actif, le bâtiment ou la terre en arrière à disposition. Ben là, on va s'assurer qu'ils connaissent la réalité agricole. Ah oui, ça, c'est tout le gentleman farming, puis toute cette cohabitation. L'amour est dans le pré, c'est super. Les fermiers, c'est magnifique, mais c'est beau. C'est très beau et ça donne peut-être pas la bonne image. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai un champ en arrière, on va accueillir des maraîchers. Le producteur maraîcher, ça se peut qu'à 5 heures du matin, le samedi, en plein été, il soit là parce qu'il faut qu'il récolte pour aller faire ses marchés. Avec soit une équipe, soit de la machinerie, ça va faire du bruit. Oui, c'est une cohabitation qui doit être prête. Le bruit, les odeurs. Oui. Quelqu'un qui veut louer un bâtiment, souvent, c'est des animaux qu'on met dedans. Des animaux, ça veut dire que tu vas avoir quelqu'un 7 jours semaine dans ta cour. Puis des animaux, c'est du bruit, des odeurs. Exactement. Donc, faut être conscient c'est ça, tout exactement. Ça. On fait donc toute cette préparation-là, de part et d'autre. On aide dans la réflexion du projet, clarification des besoins, autant chez l'aspirant que chez le propriétaire. Puis quand on sent qu'ils sont relativement prêts, c'est là où on peut commencer à essayer de les mettre en relation. On ne présente pas des gens qui sont au tout début, puis qui ne savent pas ce qu'ils veulent, puis qui ne savent pas comment ils vont le faire. C'est une perte de temps. Exactement. Donc, on essaie de maximiser ça, puis on met les gens en relation quand les projets sont déjà bien avancés. Puis si ça fonctionne, parce que on parlait de dater tout à l'heure, c'est ça. Il y a une première, nous on appelle ça les visites de jumelage. Puis la visite de jumelage, je pense que c'est plus professionnel. Que speed dating. Puis on fait donc la visite de jumelage. Une fois sur deux, les gens veulent aller de l'avant. Puis quand ils vont de l'avant, une fois sur deux, ça aboutit par une entente. Quand même, c'est 50%. C'est soit que tu le vois positivement ou négativement, là, mais c'est wow, 50% ou c'est juste 50%? Je sais pas comment le... C'était un peu ma question, en fait. Avant, tu as parlé de la feuille blanche, là, que les gens arrivent... Puis ils te partagent leurs idées. Est-ce que ça arrive des fois qu'à la fin de la rencontre, ils te disent « Oh, mais finalement, on change d'idée, puis je pense pas qu'on va aller de l'avant avec... À tout moment. On en a qui arrêtent en cours de réflexion. On en a qui arrivent, dans le fond, ils se rendent compte qu'après trois rencontres avec le propriétaire... ça le fera pas. Ça dépend toujours, ça dépend des projets, ça dépend du contexte. Si tu vends une terre puis que je l'achète, là, c'est une transaction. Ça peut, même si on s'entend pas pleinement, on peut peut-être s'entendre sur la transaction puis c'est réglé. Tu t'es débarrassé. On vit pas ensemble par après. Ouais. Mais si tu es propriétaire, je suis locataire, ou si, comme tout à l'heure on parlait, on est dans un processus de transfert puis qu'il y a une période d'essai puis qu'ensuite il y a une période de cogestion, on est mieux de s'entendre parce que ça va être long sinon. Et est-ce qu'il y a des coûts associés au service? Il n'y a aucun coût associé à l'artère pour les candidats. En fait, les MRC offrent le service comme le service de développement économique qu'ils ont en leur sein. Puis annuellement, là, vous faites combien de... en fait, vous accompagnez combien de personnes à peu près? On accompagne, écoute... je vais regarder mes chiffres pour éviter de dire des bêtises, là, mais on est... dans les personnes qu'on accompagne, on est entre 800 et 1000 personnes par année qui sont accompagnées par l'ensemble des agents de maillage. Puis là, on parle de autant ceux qui ont commencé un processus, mettons, si on prend une période d'1 an, on a ceux qui embarquent dans un processus, puis on a ceux qui sont là de l'année d'avant ou qui sont là depuis 1 an ou 2 ans, puis on a peut-être des fois juste fait un petit suivi de savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, c'est beaucoup de monde que les agents de maillage accompagnent. C'est à peu près... aux alentours de 1100 personnes qui nous contactent. Si je reprends du début, il y a à peu près, c'est ça. Mettons 1000 personnes qui nous contactent. Sur les 1000 personnes qui nous contactent, il y en a environ 400-450 qui vont s'engager dans une démarche. On parle autant de cédants que de relève? Oui, ça, c'est le global. Donc, tu sais, on a
On a à peu près 400 qui embarquent. Sur les 400, on a plus forte majorité d'aspirants que de propriétaires, que de producteurs. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aller chercher les producteurs, pour nous, c'est quand même un enjeu. Puis, donc, ces 400 qui embarquent, qui se joignent à ceux qui étaient là l'année précédente. Puis, comme je disais, on fait des mises en relation, puis ensuite, ça aboutit. Les résultats, ils varient. Il y a plusieurs facteurs qui font varier les résultats. Il y a la couverture qu'on a. On a déjà été plus présent que ce qu'on est là. On a déjà eu 85 MRC qui étaient adhérentes à l'Artère. Donc, c'est sûr que plus de présence, plus d'agents, plus de monde, ça fait plus de résultats. Donc, on a eu une baisse dans les résultats à ce niveau-là. Puis, le contexte économique, depuis 2 ans, est assez difficile, donc il y a de la volonté, mais au niveau de la réalisation, on commence à avoir de la difficulté. Oui. Et c'est quoi les tendances que vous observez, les genres de production que les gens, que les aspirants recherchent? Nous, on a quand même, malgré le contexte, on a quand même atteint les 250 jumelages réalisés à l'Artère depuis 2018. Donc, quand même, donc 250 jumelages qui ont abouti. Il y a eu un vrai transfert. Oui. Wow! Puis, ces 250, ils se répartissent dans 27 ou 28 secteurs de production différents. Donc, on touche... C'est vraiment négligeable. C'est très vaste. On a, j'appelle ça l'effet Jean-Martin Fortier. Là. On a du maraîcher petite surface. Puis, ça a été très populaire, notamment dans les années 2020-2022. Pendant la pandémie. On a eu un bon boom à ce moment-là. Puis, on ne se le cachera pas, c'est des projets souvent qui sont en location sur des petites surfaces. Donc, c'est un peu plus facile peut-être de démarrer ça qu'un transfert de ferme laitière. Mais après le maraîcher, notre deuxième secteur qui est le plus représenté, c'est la production laitière. Et ce sont des transferts. Des vrais transferts. Oui, des vrais transferts. Donc, tu sais, on fait du très petit, on fait du très grand. Puis, entre les deux, on a de la séricole, on a de l'ovin, on a des plantes fourragères, de l'horticulture, pas mal aussi. Puis après, on a du porcin, on a beaucoup de... Fait que vous couvrez vraiment pas mal toutes les productions. Les agents de maillage sont assez... versatiles. Versatiles, oui. Justement, par rapport à ce travail-là, jusqu'où va votre implication? Si jamais il y a... Votre responsabilité, elle termine quand dans ce processus-là? S'il y a un problème, litige, c'est quoi votre implication? Je ne parlerai pas de responsabilité dans le sens où... C'est un gros mot. Écoute, non, mais parce que... Puis, c'est drôle parce qu'hier, j'assistais à une conférence d'une notaire qui disait que à partir du moment où tu es adulte, tu prends tes propres responsabilités. Si tu veux te lancer dans Si tu veux te lancer dans un projet, puis que tout le monde te dit que ça va planter, puis que tu te plantes, là, tu peux pas te retourner puis dire aux autres, c'est ça. Donc, nous, on fait notre possible, déjà, comme je disais tout à l'heure, pour bien préparer les gens avant. Puis quand les projets, le jumelage se fait, là encore, je reviens sur ce que je disais, mais tu sais, une transaction, souvent, la transaction est faite, une vente, c'est réglé. Là où on peut peut-être des fois avoir un petit peu de difficulté, c'est quand il y a de la location ou quand il y a un transfert, puis que ça commence, tu sais, ça se passe pas aussi bien que prévu. Puis l'agent de maillage, il a accompagné ces gens-là pendant quelques temps, des fois quelques mois, voire quelques années, donc c'est sûr qu'il a un lien, tu sais, de confiance très, très fort. Puis c'est sûr que souvent, le premier réflexe des candidats, c'est de se retourner vers l'agent de maillage puis de dire... ça fonctionne pas, là, il y a quelque chose. On a déjà eu un cas où l'agente s'est fait appeler par une candidate qui lui a dit le propriétaire, il respecte pas les conditions du bail. Donc là, l'agente de maillage... c'est une zone grise un peu, là, j'imagine. C'est pas évident, donc elle a appelé le propriétaire, savoir comment ça allait, puis, écoute, pour lui, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Donc là, on n'est pas des médiateurs, on n'est pas des notaires, on n'est pas des avocats. Qu'est-ce qu'on fait? On invite les parties à se parler, à se référer aux ententes qui ont été écrites, parce que nous, je ne l'ai pas mentionné, mais à l'Artère, le contrat verbal, puis on se tape dans la main, là, ça peut fonctionner sur une location d'un petit bout de champ entre deux voisins, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on exige que les ententes soient révisées par un professionnel du droit, puis soient signées par les parties. Parce qu'il faut que ça... C'est un engagement plus... C'est un engagement, on est en 2026. C'est plus facile, justement, de se référer à quelque chose qui a été défini puis qui a été bien écrit. Donc, c'est ça. S'il y a des problèmes, on va inviter les personnes à se référer à ces documents-là. Puis si ça ne fonctionne pas, on va les référer vers des services de médiation. Ou des fois, un notaire peut faire juste un petit rappel de c'est quoi le contenu, puis c'est quoi les engagements, puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc, on essaie de rétablir la communication, mais là encore, on
On est des généralistes, on n'est pas des spécialistes Mais vous dans mettez ça. vos limites, et c'est Exactement. clair. Oui. OK. Oui. Et en tant qu'organisme, outre les litiges qu'il peut y avoir entre les reprenants et les cédants, c'est quoi vos défis au sein de l'organisme de l'artère? Est-ce que vous avez des défis? Je présume que oui, parce que tous les organismes Oui, ont leur lot de défis. le principal défi, c'est de se faire connaître. Se faire connaître. Se faire connaître et pas juste « Ah oui, je connais l'artère ». Parce que je le vois au salon, mais tu sais, quand, mettons, le salon de l'agriculture ou Expochon, quand tu interpelles des producteurs, là, est-ce que vous connaissez l'artère? Là? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'on fait? Non, pas vraiment. Pour beaucoup, on est une plateforme, un centris agricole, mais on n'est pas un centris agricole. On est un service d'accompagnement. Tu sais, notre logo, c'est accompagner, jumeler. La force de l'artère, c'est l'accompagnement. C'est le fait qu'il y ait des agents de maillage qui vont être capables d'écouter, de t'orienter vers les différentes ressources, de te guider dans le processus, puis au final, de te mettre en relation avec quelqu'un. On n'est pas juste tu cliques, puis tu trouves, puis tu vas visiter. Non. On prépare. La force, la plus-value, c'est que si tu es un producteur agricole, nous, on va te présenter des candidats qui sont passés dans un processus. Donc, tu sais, c'est pas... on n'a rien contre les courtiers agricoles. Ils font un excellent travail, mais on n'a pas la même finalité. Donc, nous, on présente les personnes qui ont un projet, qui sont passées dans le processus, qui ont normalement la capacité de lever le projet. Donc, tu sais, c'est vraiment, nous, se faire connaître, puis faire connaître le fait qu'on offre de l'accompagnement. Ensuite, c'est certain que moi, mon défi de coordonnateur, c'est d'aller rencontrer les territoires, puis de leur vendre le fait que l'artère est là pour justement accompagner les gens, puis qu'on puisse être présent partout. Là. C'est Donc, c'est le défi, mais en même temps, c'est la solution. De se faire connaître puis de faire du travail terrain. Donc, c'est très prenant, j'imagine, en termes de temps aussi. Il faut arriver à jongler entre, justement, aller se faire connaître puis accompagner, parce qu'une fois que tu as été parler aux gens puis qu'ils ont besoin de ton service, il faut l'offrir le service. Oui. Donc, on ne peut pas juste continuer d'aller chercher des candidats puis ne pas répondre aux besoins. Donc, des fois, Puis ça, c'est peut-être un enjeu au niveau des agents de maillage, c'est de trouver l'équilibre entre répondre aux courriels qu'on reçoit ou aux appels et avoir la capacité d'aller chercher, rencontrer, etc. Donc... Puis sinon, un autre défi que tu as mentionné tout à l'heure, c'est les cédants. Vous avez plus de relève que de cédants. Oui, puis un commentaire que j'avais déjà entendu d'un producteur agricole, tu sais, dans les événements qu'on fait, les journées gestion, il y en a qui sont organisés à une échelle régionale, d'autres c'est provincial. Les gens qui sont dans ces événements-là, c'est pas eux qu'il faut convaincre de se préparer, qu'il faut convaincre d'aller consulter ils ont déjà dans le minding de « je sors de chez moi pour aller chercher de l'information ». C'est ceux qu'on voit jamais. C'est les producteurs, productrices qui sont chez eux, qu'on voit jamais, qui ont jamais le temps d'aller à ces activités-là. C'est eux qu'il faut qu'on arrive à aller rencontrer puis à rejoindre. Puis des fois, comment on le fait? Il faudrait qu'on prenne notre voiture, puis un peu comme les travailleuses de rang, là, qu'on aille se promener chez tout le monde. Ou alors qu'on essaye d'avoir des relayeurs. Les deux agents de maillage en Mauricie ont ce qu'elles appellent leurs ambassadeurs. Puis il y a à peu près 80 personnes. Elles les rencontrent 1 à 2 fois par année. Puis elles représentent le service, leur disent où est-ce qu'on est rendu. Et ces gens-là connaissent le service. Donc ça peut être des directeurs de compte, ça peut être chauffeur du camion de lait, ça peut être l'agronome ou le conseiller technique de la coop. C'est l'équivalent des sentinelles. Un petit peu. Puis c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire aussi, c'est que ces gens-là, on arrive à aller leur présenter le service. Parce que, tu sais, des fois, le producteur dit « moi, je pense que dans quelques années, je vais arrêter. » Mais s'il ne nous connaît pas, peut-être que s'il y a quelqu'un qui dirait « Écoute, connais-tu l'artère? » Là, c'est là où on va peut-être pouvoir le sensibiliser. Puis, en terminant, si quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par vos services, ils peuvent vous contacter comment? Alors, 2 options. D'aller voir sur le site Internet de l'artère, donc www.artère, donc arterre.ca, ou le 1833 artère. C'est les façons pour nous rejoindre, ou si c'est un territoire qui est desservi par l'artère, contacter directement l'agent de maillage également. Merci beaucoup, Benoît. Merci, ça a été Benoît. très intéressant. Je suis certaine que les gens qui nous ont écoutés en ont appris davantage sur c'est quoi l'artère. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci, Benoît.
Nous accueillons maintenant 2 membres des agricultrices du Québec, Caroline Brodeur, copropriétaire de la ferme Brevin, et Véronique Guizier, copropriétaire de la ferme Herbe, la grange maraîchère et présidente des agricultrices du Québec. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler un peu de vos productions et de vos fermes respectives? Caroline, je te passe la parole. Oui, donc Caroline Brodeur de la ferme Brevin. Donc, nous, on est producteurs principalement bovins. Donc, on a un élevage de bœufs nourris 100% à l'herbe. Donc, c'est vraiment vache-veau. Donc, on a nos vaches à la ferme, nos 2 taureaux. Fait que tout se fait vraiment chez nous. Puis, on a également là, une production de veaux de grains certifiés du Québec. Fait qu'on a une historique de 400 veaux de grains par année, où est-ce que la majorité est vendue à la Fédération de veaux de grains du Québec, mais une autre partie est vendue directement à notre boutique à la ferme, puisqu'on a trouvé la facette qui était un peu plus gagnante pour nous, c'est vraiment la boutique à la ferme. Fait qu'on vend autant notre viande de bœuf nourri 100% à l'herbe que de veaux de grains. Puis, à travers ceci, là, on encourage plein d'autres producteurs québécois qui ont les mêmes valeurs que nous. Fait que c'est vraiment une petite épicerie fine qu'on a chez nous. À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, où est-ce que les gens peuvent acheter local, là. Génial. Véronique? Donc, bonjour, Véronique Guizier. Donc, moi, je suis copropriétaire de la ferme Herbe à Magog, sur le chemin des Pères, qui est une route assez pittoresque. Et puis, donc, nous, on produit des légumes, une grande diversité de légumes, tout en plein champ et de façon naturelle, donc aucun traitement, même pas biologique. Et sinon, nous avons quelques ruches aussi, nous avons des poules pondeuses et nous avons quelques poulets sur pâturage pour l'été. Et sinon, on vend tous nos produits au kiosque, à la ferme. Et puis, on a quelques produits de 2 producteurs locaux. Donc, ça permet que les gens aient un plus grand choix dans notre kiosque. Et Catherine confirme que les produits sont excellents, dont le miel. Dont le miel à Véronique, qui est Génial. excellent. Merci. On peut entendre, Véronique, dans ta voix, un petit accent. Donc, on se doute que tu es probablement pas née au Canada. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu d'où tu viens? Donc, je croyais que c'était l'accent de Magog. Oui. Mais donc, il y a que Claude et toi qui l'avez. Donc, nous, ça va faire bientôt 16 ans que nous sommes arrivés. Donc, on est originaire de France et en Normandie, et donc dans la belle région du Perche. Donc, nous sommes des percherons. Et donc, nous sommes arrivés, comme je le disais tout à l'heure, il y a 16 ans avec nos 2 enfants, Benjamin et Juliette. Et nous avons fait le grand pas. Et pourquoi vous avez décidé de quitter la France? Donc, au départ, c'est un rêve, le rêve de Claude, je dirais. Claude, ton mari. Claude, mon mari. Lui, il est venu au Québec après ses études horticoles. Il m'a emmené en voyage de noces au Québec et au Canada. Puis, ça a mûri dans notre tête. Et puis, moi, j'approchais de la quarantaine. Puis je pense qu'on avait envie d'avoir un autre projet. Et puis le projet de Claude est devenu le projet de nous 4. Et donc on a fait les démarches. Je pensais que ça allait être long. Et puis on a eu la chance que ça s'est fait rapidement. Donc voilà, après on a tout quitté, tout vendu en France. Et puis on est arrivé à Sherbrooke. Est-ce que vous étiez agriculteur en France? Donc en France, on était horticulteurs, donc, mais nous ne produisions pas de fleurs ou de légumes. Donc on avait un centre-jardin, mais c'est quand même le monde un peu agricole, puisqu'on dépend quand même de la météo, etc. Et puis sinon, toute ma famille, de mon côté, est dans le domaine agricole. Mes parents avaient une ferme laitière. Ma grand-mère avait déjà à l'époque une ferme de proximité. Elle vendait son lait, son beurre, sa crème. Elle vendait tout à la ferme. Et Claude, lui, par contre, a fait des études agricoles, alors que moi, non. Parce que je ne voulais pas être agricultrice. Donc, mais tu l'es devenue pareil. Mais je le suis devenue pareil ailleurs, au Québec.
Très bien, très bien. Et de ton côté, Caroline, nous, on s'intéresse vraiment aux différentes façons, manières de s'établir en agriculture, puis on s'est beaucoup intéressé à ton parcours, Caroline, entre autres le fait que tu es issue d'une famille agricole. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance sur la ferme, le type de production, d'où tu viens, tes premiers souvenirs? Oui, donc voilà, je suis née à la ferme, en réalité, une des parties où est-ce que présentement on loue, d'ailleurs, mon conjoint. Donc, native de campagne, j'ai toujours grandi avec les animaux. Fait que mes parents avaient un élevage en premier de veaux de lait. Pendant un bon 20 ans, ils ont fait l'élevage de veaux de lait. Puis par la suite, ils ont mis à terre, façon de parler, l'intérieur des bâtiments pour se convertir en élevage de veaux de grains, où est-ce que mes parents, là, les bâtiments sont encore présentement en veaux de grains. Fait que ça a été mon premier métier d'être agricultrice chez mes parents. Fait que j'ai toujours grandi avec les animaux à la campagne, avec les valeurs agricoles, qu'on pourrait dire, où est-ce que... C'est ça, je me sentais bien, mais comme tu as dit, j'ai été vers un autre métier. Pourquoi j'ai été vers un autre métier? Bien, une des raisons, c'est... on était, ma soeur, 2 seules filles sur la ferme. Puis, écoute, j'ai jamais tant posé la question à ma soeur, mais c'est comme si le fait que mon père avait seulement 2 filles, la relève agricole n'était pas plausible. Donc, on n'a jamais tant abordé le sujet « Est-ce que Caroline t'aimerait un jour reprendre ça? » Puis la ferme, elle était quand même petite, façon de parler. Fait que le fait que j'ai pas tant senti d'ouverture, moi, j'ai voulu aller faire ma propre expérience dans un domaine complètement différent. Donc, j'ai été pendant 12 ans de temps esthéticienne massothérapeute, où est-ce que j'étais à mon compte, où est-ce que, quand j'étais à mon compte, j'ai réalisé que le contact avec l'humain était super important. Moi qui ai grandi toute ma vie avec des animaux en campagne. La fin de semaine, moi, je ne voyais pas mes chums de filles. J'étais avec mes animaux. Fait que j'ai réalisé ce contact-là avec l'humain que moi, j'avais finalement besoin. Puis, à ma première grossesse, l'ampleur de mon entreprise était trop grosse. J'ai décidé d'abandonner le tout pour aller à mon domicile. Puis, à ce moment-là, ben écoute, circonstance des choses, mon père est tombé gravement malade. Puis au moment qu'il est tombé malade, il avait fait une offre d'achat sur la terre voisine de ma maison d'enfance où est-ce que j'étais. Puis, puisque le cancer évoluait de façon assez agressive, il m'a demandé si moi, mon conjoint, on serait intéressé à prendre la transaction puisque lui ne pouvait pas finalement signer le papier d'achat. Donc, écoute, moi, mon conjoint, on a eu une longue discussion parce que je ne m'attendais pas jusqu'à ce jour-là, de retourner en agricole. Puis ton conjoint, venait-tu de l'agriculture ou même pas? Absolument pas. Il a été longtemps dans la restauration, mais au moment que mon père lui a approché, mon conjoint travaillait quand même pour une entreprise agricole. Fait qu'il avait déjà été en contact avec le métier. Il faisait quelques travaux également avec mon père, sur la ferme avec mon père. Fait qu'il était quand même... Initié, façon de parler. Mais les deux, on ne s'attendait pas du jour au lendemain à « OK, go, on se lance à acheter une ferme ». C'était pas du tout dans nos plans. Mais écoute, on s'est lancé la tête sans trop réfléchir, on va se le dire. Puis on a dit « ben oui, on a une opportunité, on va signer ». Puis ben voilà, ça fait aujourd'hui 8 ans qu'on est propriétaire de la ferme. Là. Moi, je suis curieuse. Tu as mentionné que tu n'as jamais senti que la relève était une possibilité. Si tu avais senti que tu pouvais reprendre l'entreprise, est-ce que tu aurais quand même bifurqué vers l'esthétisme ou t'aurais pris la relève de la ferme familiale? Bonne question. Peut-être que oui, j'aurais peut-être gardé un peu plus la branche, mais en même temps, j'étais quand même l'adolescente rebelle qui voulait prouver à mon père que j'étais capable de faire autre chose. C'est la relation père-fille, des fois. Et tu le fais? Oui, et je l'ai fait. Puis c'est d'ailleurs ce métier-là qui m'a apporté à me dire, bien d'un, j'aime avoir ma propre business, j'aime être entreprenante, mais c'est là aussi que ça m'a fait réaliser que j'aimais le contact humain. Où est-ce que quand moi, mon conjoint a fait la question de la ferme, j'ai dit... Je remets mes pieds en campagne sur une ferme, mais je ne veux pas quitter le côté humain. Fait que c'est là que la branche de la boutique à la ferme était
tellement importante pour moi parce que j'adore être avec les vaches, mais ce contact-là, de savoir que j'ai un contact avec mon consommateur, de savoir tout le travail qu'on fait, tu sais, d'avoir un retour en arrière, exact, de dire, hey, tu sais, ton produit, il est bon, de telle qualité, d'avoir un retour sur tout l'investissement qu'on se donne corps et âme en agricole. C'était vraiment... On a vraiment des points communs. C'est ça, j'allais dire. Toi aussi, tu as un oui, parce que, tu vois, nous, à la ferme de mes parents, on est 3 filles. Et pareil, 3 filles, ben non, on est allé sur une autre branche. Moi, j'ai fait un baccalauréat en administration économique et sociale. Bon, c'est sûr, après, en rencontrant Claude, on a eu notre propre centre jardin en France. On a été entrepreneur 13 ans. Et... pareil, par contre, quand on a eu l'idée de faire une ferme au Québec, moi, c'est quand Claude m'a dit je veux produire des légumes, j'ai dit oui, mais pas des paniers. Moi, je veux un kiosque à la ferme parce que le côté relationnel, c'est mon petit cadeau, ça, de pouvoir parler de notre histoire, de parler de nos produits, parce qu'on est fiers de nos produits. Et donc, oui, c'est marrant. On a un petit peu le même... là, ça va faire 10 ans au mois de mai que notre kiosque est construit aussi. Donc, c'est chouette. Justement, étant une femme immigrante qui s'établit en agriculture, est-ce que tu as eu de l'aide pour t'établir à ton arrivée? C'était quoi ce processus? Alors, si tu veux, quand nous sommes arrivés, on est allé travailler dans une jardinerie, un centre jardin à Sherbrooke. Moi, j'ai travaillé 1 an avant Claude. Ça a été une belle expérience aussi, parce que voir comment est le consommateur québécois aussi par rapport au consommateur français. Et puis, on a apprécié, mais très vite, l'envie d'avoir notre propre entreprise, d'être notre propre patron. Donc, l'envie est venue d'avoir une ferme. Claude trouvait que souvent, les légumes... il n'y avait pas beaucoup de traçabilité. Tu voyais dans les commerces beaucoup tomates du Mexique et ou du Québec et ou des États-Unis. Donc, il m'a dit, tiens, si on faisait la production de légumes, j'ai dit, belle idée, mais déjà, il faut trouver une terre. Oui, peux-tu nous parler un peu de ce processus-là? Et je dirais que... c'est un processus chanceux, j'appelle ça, moi. Parce que moi, je me suis dit, bon, trouver une terre, j'avais entendu que c'était très long, donc ça pouvait mettre 2-3 ans. Donc, je me suis dit, Claude n'est pas très patient, donc il va peut-être enlever cette idée d'être agriculteur. Et puis, on a rencontré une agente immobilière super, où le contact est vraiment passé, elle a vu nos valeurs. Et puis, on s'est promené sur le chemin des Pères. Puis, on lui a dit, vous voyez, c'est un champ comme ça que nous aimerions avoir. Et puis, elle a retenu. Puis, elle a été voir à qui appartenait ce champ. Et elle a été voir le propriétaire. Et elle lui a dit, voilà, j'ai des personnes qui veulent acheter votre terre. Et le monsieur a dit, c'est qui? Alors, elle a dit, c'est un couple de Français. Donc, il a dit, oh, j'adore les Français. Donc, déjà, on avait une chance. Une chance. Et puis, je vous dirais qu'on l'a visité au mois de novembre, le champ plein de neige, et on l'a acheté le 15 décembre. Donc, ça a été très rapide. C'est très rapide, c'est même pas le mot. Ça a été... je pense, la chance. Ouais. Parce que depuis qu'on était arrivé à Sherbrooke, on venait souvent se promener à Magog, et toujours Claude disait que ce champ-là, c'était son champ qu'il aimerait. Et puis je lui disais, dans tes rêves. Mais bon, je disais bien que ça serait dans ses rêves de venir habiter au Québec, et nous y sommes. Donc, il faut que je fasse attention à ce qu'il dit, parce que souvent, ça marche. Mais c'est une super belle histoire, mais ça me fait réfléchir un peu, puis je me dis, il y a dû avoir certains défis aussi. Est-ce que tu peux peut-être nous partager quelques-uns, ou peut-être je dirais les plus que grands? Les défis, les premiers, déjà, on avait plus de 40 ans. Donc, très vite, on a vu que quand tu avais plus de 40 ans au Québec, tu avais
aucune aide. Aucune aide financière. Aucune aide financière. Donc, tu n'es plus une relève. Pourtant, c'était un nouveau projet. Donc, c'est sûr qu'on avait passé l'âge, mais par contre, c'était un projet qu'on partait vraiment du départ, parce que c'était un champ de foin au départ, cette propriété. Et donc là, ça, j'ai remarqué, j'ai dit OK, donc là, il faut qu'on se débrouille nous-mêmes. Les lois aussi, qui sont vraiment pas identiques à celles en France. Donc, très vite, Claude est allé voir le MAPAC pour parler de notre projet. Puis après, on nous a dit, là, vous allez être avec le syndicat de l'UPA. Donc, nous, l'UPA, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, on a appris que ça voulait dire Union des producteurs agricoles, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes au Québec. Je vous dirais que notre première AGA, parce qu'on nous a invités à l'AGA... Assemblée générale annuelle. Voilà, Assemblée générale annuelle du syndicat local du même Frémagogue. Et avec Claude, on s'est regardé à la fin de l'AGA et on s'est dit, on n'a rien compris, c'est simple, on n'a rien compris. Est-ce que c'était l'accent ou... Je dirais un peu quand même l'accent aussi. Un mélange de tout. Un mélange des deux, mais PDZA, donc... on a appris des choses et puis après, on a dit il va peut-être falloir qu'on s'implique un peu plus pour mieux connaître. Mais c'est vrai qu'aussi on arrivait, on n'avait pas non plus 20 ans, donc on avait eu une vie avant. Donc il y avait aussi cette facilité-là quand même d'avoir... aussi un petit peu d'argent pour avoir un projet, il faut se le dire. Mais c'est vrai qu'on s'est bien débrouillé beaucoup tout seul. Puis à l'époque, je ne connaissais pas les agricultrices du Québec. Et puis avec le super programme Dimension E, je pense que ça aurait été bien agréable, mais... Vous n'aviez pas de famille ici non plus. Et pas de famille, ça, Okay. c'est ce qui est le plus dur, je trouve, en agriculture, quand tu n'as pas du tout de famille pour venir justement t'aider aux travaux. Même souvent, je dis à maman, « Oh, si vous étiez là, même me faire un repas » ou des choses comme ça. Puis, bon, souvent, maman me répond, « C'est vous qui avez décidé de partir. » Puis j'imagine que l'hiver ne leur tente pas non plus. Là, oui, donc, l'hiver. Donc là, puis le grand défi, c'est la saisonnalité. La première année, on avait commencé nos semis de tomates un petit peu trop tôt. Donc, ils étaient un peu hauts pour les planter, mais bon, ça a quand même marché. Mais voilà, il y a quand même le gros problème de la saisonnalité qu'il faut prendre en compte aussi. Puis notre âge. Justement, sur cette question d'âge, Caroline, sans être indiscrète, tu avais moins de 40 ans quand tu as commencé tout ce processus-là. Donc, en termes d'aide, outre ta famille, est-ce que tu peux parler un peu de ce processus? Qu'est-ce que tu as reçu comme aide, si tu en as reçu? Oui, mon conjoint, nous, on avait le droit, là, et on a encore le droit, on va en profiter encore. Oui, c'est ça. À certaines aides, autant, nous, on a beaucoup appliqué au niveau de la financière agricole, qui avait quand même plusieurs programmes, également au niveau du MAPAC. C'est des belles aides, mais c'est sûr qu'il faut quand même se dire que c'est beaucoup de travail. Puis parfois, c'est une aide qu'on trouve incohérente parce que des fois, ils demandent un type de machinerie beaucoup trop performant pour ce que tu as besoin, qui est beaucoup plus cher en réalité que ce que tu aurais. Fait que des fois, mon conjoint, il a quand même fallu faire un devoir de OK, est-ce qu'on le prend parce qu'il y a une subvention, mais que ça va quand même nous coûter sûrement plus cher parce qu'au bout de la ligne, la machinerie est peut-être trop grande pour notre type de ferme. Fait qu'il a quand même fallu faire certains devoirs, mais oui, on a quand même eu certains programmes qui nous ont aidés au niveau de la relève agricole. Là. Vous avez sûrement connu, vous aussi, des défis. C'est pas parce que vous avez eu de l'aide financière que vous n'avez pas eu votre lot de défis. Oui, bien, tu sais, on a eu de l'aide financière, mais ça reste que de reprendre une terre agricole... c'est très, très lourd financièrement. Là, on s'entend qu'à 28 ans, je n'avais pas fait mon portefeuille. Puis vous aviez des enfants. Là, vous étiez à Montréal, donc là, vous êtes revenu? On était à Saint-Hyacinthe quand même. Okay, on était quand même établis à Saint-Hyacinthe, mais oui, là, nous, on a acheté une terre, finalement, qui n'avait pas de maison, qui avait un poulailler désuet, que ça faisait des années et des années qu'il n'était plus en fonction. Il y avait une porcherie, qu'elle était en fonction, puis il y avait des terres de grande culture où est-ce que nous, on n'avait aucune machinerie agricole. Fait qu'on a acheté ça en se disant, OK, on vient d'acheter une terre de 2 quelques millions et nous ne savons... À 28 ans? Nous ne savons pas comment la payer. C'est un peu ironique à dire, là, mais il a beaucoup fallu faire un brainstorming de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette terre-là?
qu'est-ce que nous, il nous allume. Parce que nous, de faire de la monoculture, de la culture un peu plus de céréales, c'était pas vraiment, mais vraiment pas dans mes cordes. J'avais vu mes parents faire ça longtemps, puis jamais ça m'avait allumé cette partie-là. On était beaucoup plus dans une partie éco-responsable. On est un peu les peace and love Mais vous êtes aussi de dans la notre région. spécialité aussi, au niveau de produits. Ton conjoint étant issu du monde de la restauration, il y a un petit côté... Oui, bien tu sais, on voulait, c'est ça, on voulait, tant qu'à faire une production d'un produit de qualité, mais qui respectait beaucoup l'environnement parce que c'était vraiment un enjeu que nous, personnellement, ça nous touchait. Puis beaucoup le bien-être animal parce que moi, depuis que je suis jeune fille, je défends les animaux. Fait que on s'est dit, ben écoute, pourquoi pas partir un projet de bœuf nourri 100% à l'herbe. Fait qu'on a fait l'acquisition de 3 vaches et de 1 taureau. Puis on a dit, on va commencer avec ça. Fait qu'on a appelé des entreprises également au niveau de semences. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en Montérégie, des plantes fourragères pour du bœuf, c'est comme on était des extraterrestres. Donc, les défis, là, ça, c'était un très gros défi. Parce qu'en Montérégie, c'est des céréales qu'on implante. Fait que de moi, vouloir mettre une plante fourragère qui va donner un gain à mon animal, et non un gain en lait, mais un gain pour la viande, parce que sinon, les autres personnes qui avaient des références, c'était pour des vaches laitières, mais moi, le lait, je voulais laisser à mes jeunes bébés veaux. Moi, sa production laitière, j'allais pas l'utiliser. Fait que ça a été beaucoup de défis. C'était vraiment un gros enjeu. Là, maintenant, on a fini par retrouver une entreprise qui se spécialise dans les plantes fourragères. Mais on a eu beaucoup d'essais-erreurs vraiment dans ce développement-là. Puis bref, on a fini par acheter d'autres troupeaux un peu par-ci par-là. Là, aujourd'hui, on est rendu à 80 têtes. Fait que on est quand même fiers parce que on a quand même parti de seulement 3 vaches et 1 taureau. Donc Vraiment, bravo! Mais c'est vrai que c'est souvent un problème au Québec de... quand tu achètes une terre, nous, il y avait 123 acres, puis on leur dit non, mais on veut pas 123 acres, on n'a pas besoin de ça pour faire du maraîchage. Mais on nous a dit c'est ça ou rien. Donc, je pense que parfois, ça aussi, ça engendre qu'on a une superficie un peu trop grande par rapport à notre utilité première. Puis après, c'est de là que parfois on fait une production un petit peu plus grande parce que on a un terrain qui a un coût et puis qu'il faut essayer de rentabiliser parce que c'est sûr que ça fait partie du paysage, mais le paysage ne rapporte pas beaucoup. Et puis moi, j'ai eu le même problème parce qu'on voulait faire des jachères fleuries pour attirer que les insectes aillent plus dans les fleurs au lieu des légumes. Puis pareil, trouver des semences de jachères fleuries il y a 10 ans, elles venaient de France souvent. Et puis à un coût... quand moi, je savais combien ça coûtait et combien je les vendais en France, je me disais, wow, bon, c'est sûr qu'elles avaient pris le bateau, mais tout de même. Avoir su, tu les aurais mis dans ta valise en déménageant. Bon, malheureusement, on n'a pas le droit, mais c'est vrai qu'il y a des choses, parfois, quand on est un peu atypique, on voit que trouver des fournisseurs, ça aussi, c'est compliqué. Et puis, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Et puis, les gens aussi nous regardent un peu... moi, je pense que les gens ont dû dire, c'est quoi ces 2 Français-là? Nous, on a vraiment été, je pense, comme les premiers colons à défricher notre terre. C'était des framboisiers sauvages. On a fait ça à la pioche. Mais après, on se dit, voilà, on l'a fait, puis ça a marché. Ça a marché. Mais c'est vrai que les on-dit devaient être bien là. Quand on est moindrement différent en agricole... c'est ça, on se fait regarder, on n'est pas dans la normalité. Puis moi, mon conjoint, c'est toujours dit ça. T'sais, nous, présentement, encore, notre entreprise, on s'appelle être dans une craque. On n'est pas tout petit, mais on n'est pas dans les gros. Fait qu'on est souvent dans la craque où est-ce que, justement, on parlait de subvention tout à l'heure, mais souvent, la subvention est faite soit pour les très petits ou soit pour les trop gros. Vous cadrez pas. Fait que nous, on ne cadre jamais. Jamais. Soit tu dois être complètement en production fourragère si tu vas avoir un accès pour de la machinerie agricole pour les plantes fourragères, mais là, le fait que nous, on a également un revenu sur nos animaux, nous n'avons pas le droit à la subvention. Fait qu'il y a souvent, c'est ça, cette fameuse craque-là où est-ce que nous, on est tombé dedans. Fait que c'est parfois difficile, mais oui, le regard extérieur. Nous, quand on avait mis nos terres en plantes fourragères, puis en pâturage, les voisins autour de nous, les autres agriculteurs, disaient
regarde-les, là, la brodeur, Et en plus, elle va se planter. Là, en plus, tu sais. vous étiez jeune, ça n'a pas dû... Oui, puis tu sais, moi, j'étais comme, non, c'est pas vrai que, tu sais, la réputée de brodeur dans mon 5e rang, est-ce que, tu sais, j'habite encore dans le rang où est-ce que j'étais? Je fais, c'est pas vrai qu'il faut que je me plante, tu sais. Mais mon conjoint, il croyait, c'est ça qu'on voulait, fait qu'on a dit... Regarde, on ignore ce que les gens vont dire. Nous, on veut faire notre projet. Puis aujourd'hui, 7 ans plus tard, c'est rendu in de manger du bœuf nourri 100% à l'herbe. Mais nous, il y a 7 ans, le monde nous regardait. C'est quoi ça, du bœuf nourri 100% à l'herbe? Puis, comme qu'elle disait tout à l'heure, tu sais, au niveau de la semence qui coûte quelque chose, des fois, les gens, les consommateurs disent « Ah, mais pourquoi le bœuf nourri à l'herbe est dispendieux? Tu sais, ça mange de l'herbe. De l'herbe, il y en a partout. » Les gens, des fois, ils sont ignorants sur la partie où est-ce qu'on fait de l'implantation dans mes champs. Je veux dire, on les entretient, ces champs-là. Donc, à chaque année, je fais des sursemis par-dessus pour être sûr qu'il n'y ait aucun espace libre où est-ce que mes bœufs vont avoir une belle salade. Ils vont toujours avoir de l'appétence au niveau du champ. Mais ça a un coût. Tu sais, ils ne mangent pas du gazon. Tu sais, il y a une recherche sur les plantes que nous, on a choisi d'implanter, autant pour leurs protéines, leurs glucides, leurs lipides, mais également, on a des plantes qu'on a implantées, comme le lotier, pour attirer certains pollinisateurs. Fait que, tu sais, nous, on essaie de beaucoup jouer avec, tu sais, vraiment l'écosystème où est-ce qu'on essaie d'implanter pas n'importe quoi à nos pâturages, mais ça a un coût que des fois le consommateur oublie. Oui. Moi, j'aimerais ça revenir sur vos obstacles à toutes les deux, puis je pose la question à toutes les deux. Comment vous avez surmonté ces obstacles-là? T'sais, vous en aviez des similaires, mais vous en aviez quand même des différents. Véronique, t'as nommé l'accès au financement, t'avais 40 ans et plus. Comment vous avez surmonté ces obstacles-là? Moi, je dirais que on croit à notre projet. Bon, parfois les gens disent c'est beau d'y croire, mais je pense qu'on y croit tellement qu'on fonce. On fait des sacrifices aussi, hein, ça faut se le dire. Il y a des sacrifices de fait. Puis nous, je pense qu'on y a été aussi petit à petit. On a commencé vraiment que maraîcher puis champ, parce qu'en plus, moi, j'ai l'obstacle qu'à Magog, je ne pouvais pas avoir de tunnel et de serre. Donc, ça veut dire que je peux produire qu'en champ. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va faire des ruches, puisque ça va polliniser nos légumes. Donc, je pense qu'on a grimpé aussi petit à petit à grandir. Puis, avec mon mari, déjà en France, on avait une entreprise, on travaillait déjà beaucoup ensemble. On est très complémentaires, je pense. Lui, il dirait qu'il a un bon caractère. mais je pense que c'est ça. Les enfants, malgré qu'ils ne sont pas du tout dans ce domaine, Juliette était en 5e année de secondaire quand on a commencé le projet. Puis elle nous a fait notre site web. C'était son projet de 5e secondaire. Benjamin, qui était un peu dans le design, il nous a fait le logo. On travaillait vraiment tous les 4. De toute façon, on n'était que tous les 4. Donc, je pense qu'on s'est motivés, puis on voulait réussir. Et puis, peut-être pas la même envie comme Caroline, que elle a 28 ans. Nous, je vous dis, quand on avait le projet, on avait 45 et Claude 50. Donc, voilà, il y a d'autres valeurs qui se rajoutent dans ce projet, mais je pense on en voulait tellement. Souvent, les gens, la ferme des Français, que ça aussi, c'est, comme tu disais, je suis une brodeur, je veux pas. Donc, comme une double pression. Voilà, une double. Et puis tu veux réussir justement parce que et je pense que c'est ça, c'est cette passion et puis on y va. Puis aussi, tu t'es beaucoup impliquée au niveau syndical. Oui. Ça aussi, outre le travail de terrain. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça aide beaucoup parce que tu rencontres... donc moi, notre ferme, on l'a ouvert 2016-2017. Dès janvier 2018, j'ai été administratrice pour les agricultrices du même Magog. Puis très vite, j'ai été présidente
des agricultrices de l'Estrie. Et moi, là, tu rencontres d'autres femmes qui vivent les mêmes choses aussi. Donc, il y a un beau réseautage. Parfois aussi, elles te donnent des noms de fournisseurs que toi, tu n'avais pas trouvés, puisque tu ne connais pas non plus tout le Québec. Donc, il y a ce partage-là de connaissances qui est bon. Et puis, le partage aussi, quand ça va moins bien, tu n'es pas toute seule à pas aller. Je veux dire, en 2023, là, quand il a plu tout le temps et qu'on a perdu quasiment tous nos légumes, je ne veux pas dire que ça rassure, mais tu te dis, c'est pas moi la cause, c'est la météo, mais tu veux pas le dire que c'est à cause de la météo, mais c'était le cas. Donc, je pense d'être avec un groupe, ça permet aussi ça. Et puis, tu fais aussi des sorties, tu rencontres d'autres femmes à l'extérieur. En plus, très vite, quand je suis allée avec les agricultrices à l'exécutif des agricultrices du Québec, on avait aussi des réalités pan-canadiennes. Donc, ça aussi, ça t'ouvre l'esprit. Et puis ça, voilà, tu perds entre guillemets une journée à aller à une réunion, mais tu reviens à la ferme et puis tu as de la force, tu es positive parce que tu as besoin. Bon, nous, c'est vrai que toutes les deux, on est à un kiosque à la ferme, donc on rencontre des gens. On n'est pas tout seul, isolé dans notre rang. Donc ça aussi, ça aide. Je veux dire, la clientèle, elle aide beaucoup, beaucoup. Donc, tu t'es sentie bien accueillie par la communauté? Oui, je dirais quand je suis allée parce que quand tu as un siège aux agricultrices, tu as un siège à l'UPA. Donc, quand je suis arrivée à mon syndicat local de l'UPA, j'étais la seule femme française en plus, et en plus petite maraîchère. Donc, autour de la table... Rien pour toi. Rien pour moi. Là, je cochais les 3 cases. Souvent, quand même, moi, ce syndicat local-là, c'était plus de la production laitière, des personnes un petit peu plus mûres. Donc, faut faire sa place. Heureusement, Claude avait un poste aussi. Donc, il était là pour me dire, bon, allez, Véro, il faut y aller. Et puis, parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout au départ. Mais maintenant, c'est génial. Et de ton côté, Caroline, comment tu as surmonté les défis? J'ai bien aimé tantôt qu'elle parlait de sacrifices. Parce que c'est vrai qu'en agricole, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Puis parfois, justement, de se regrouper avec les agricultrices du Québec, ça fait du bien parce que en tant qu'agricultrice, des fois, tu as un trop-plein. Tu as beau en parler avec ton conjoint, mais on vit le même trop-plein, souvent. Fait que ça fait juste encore trop-plein. Puis tu as beau te confier avec tes autres amis dans un autre secteur, ils ne comprennent pas. Ils disent « je comprends », mais ils ne comprennent pas la réalité. Puis moi, personnellement, c'était un très gros défi pour moi parce qu'à un moment donné, tu te sens surenvahi. Puis on se sentait vraiment tout seul parce que moi, Vincent, on l'a parti toute seule, cette entreprise-là. On n'avait personne pour nous aider. Donc, d'aller chercher justement des contacts de d'autres agricultrices, de créer des liens pour sentir que OK, tu n'étais pas tout seul à vivre cette difficulté-là. Puis des fois, de juste en parler entre d'autres producteurs agricoles, tu fais comme... Ça l'enlève une pression. Oui, ça l'enlève une pression couche. de faire comme, OK, c'est pas nous qui est en faute, parce que des fois, on se dit, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous qui faisons quelque chose de pas correct à notre entreprise ou quoi que ce soit? Fait que des fois, de se comparer, ça peut faire du bien. Ça se console, exact. Puis surtout, quand tu crées des liens avec des personnes qui ont choisi un peu la même ligne que toi en agricole, ou est-ce que tu as décidé de ne pas faire du traditionnel, mais de faire du marginal? Puis nous, c'est ça souvent qui était difficile. On rencontrait souvent des gens de grandes entreprises, de fermes laitières, tout ça, où est-ce que oui, on avait certaines réalités, mais qu'en même temps, c'était tellement complètement différent, vu que nous, on avait... C'est un marché direct avec le consommateur. Fait que, tu sais, on n'a pas un coût établi. Tu sais, moi, mon bœuf, c'est moi qui établis le prix, c'est moi qui établis la vente, mais c'est moi qui dois la faire aussi. Fait que si je suis pas capable d'aller chercher mon consommateur, je suis en détresse parce qu'il faut que je le paye. Tu sais, Fait que, tu sais, c'est souvent tout ça que mon c'est ça, de créer un réseau, puis de t'impliquer, effectivement. Tu sais, moi aussi, j'ai décidé de m'impliquer. J'ai un siège au niveau de l'UPA. Je représente les bovins. C'est encore une fois, on était 2 Toi à aussi, la table. ça doit être... C'est pas le plus facile. Non, je représente
un métier très masculin, là. Les bovins... Masculin pas et plus- traditionnel. Exact. Donc, déjà, à l'UPA, c'est beaucoup des hommes. De plus en plus, on y voit des femmes, puis je suis vraiment fière que l'UPA fait de la place aux femmes parce qu'on a notre place. Mais, tu sais, de le faire en bovin, je me suis dit, OK, je me mets un grand chapeau, mais je veux démontrer que les filles, on a autant notre place en agricole puis derrière des gros animaux. Parce que souvent, on nous voit comme... les femmes, on va être avec des poussins. Tu sais, on va être avec... Mais tu sais, on n'a pas le droit d'être avec un taureau, un gros bœuf, parce qu'on est bien trop petite. Voyons, tu peux pas gérer ce genre d'entreprise-là. Toi, tu es une fille, tu sais. Mais non, tu sais, j'y vais avec mon chum, tu sais, peser les animaux, tu sais. Fait que c'est ça, c'est d'enlever cette image-là qu'on peut avoir trop typique. Puis en même temps, on a commencé, comme toi, il y a 7-8 ans, les kiosques à la ferme, c'était pas non plus tant à la mode que maintenant. Maintenant, on les recherche gens, on ça, recherche carrément, les urbains, le mangeon local. oui. Même avec l'UPA, on a justement toute cette publicité du mangeon local. Mais il y a toi 7 ans ou moi 10 ans, c'était plus pour moi les paniers des fermiers de famille. Mais le kiosque à la ferme, surtout ouvert avec une personne dedans, pas libre-service, c'était quand même un petit peu moins à la mode. Donc, on partait aussi déjà avec des choses moins connues. Moi, je sais que j'avais présenté la ferme au syndicat local du même Frémagogue. Et puis, avec Claude, on était fiers d'où on partait, etc. Puis, une personne me pose la question, au fait, c'est rentable, ça ? Et puis, moi, je lui réponds, mais ça m'a tellement fait mal, j'ai dit, ah, vous me demandez pas si je suis heureuse. Et là, j'ai senti un silence, mais j'ai vu que, OK, on n'avait pas les mêmes réalités, les mêmes valeurs, mais on voulait essayer. Puis on voit que maintenant, les fermes de proximité ont leur place en agriculture, comme toi, qui vend ta viande. Je veux dire, c'est chouette pour les gens. Et puis... on a une histoire à raconter, puis je pense qu'on est des bons porte-parole justement de l'agriculture pour la clientèle, parce que souvent les clients ne peuvent pas aller dans une production laitière ou production porcine pour la biosécurité, etc. Donc nous, je pense Caroline et toutes les femmes qui ont un kiosque à la ferme, on est porte-parole aussi de ce qui se passe et les réalités. Moi, mon pot de miel, souvent j'explique, voilà le prix déjà du pot et du couvercle, le couvercle coûte plus cher que le pot, l'étiquette, et là j'ai encore pas mis de miel, par exemple. Donc, comme toi, ta viande, c'est pas en 5 mois que sa bête est prête. Donc, ça aussi, c'est important de le souligner pour la différence. Là, des porte-paroles, mais ça permet aussi de sensibiliser les gens qui sont pas du domaine agricole. C'est quoi la réalité agricole, justement? Moi, c'est une des raisons que j'aime avoir ma boutique, c'est d'avoir cette interaction-là avec le client, puis qui sort de ma boutique avec, oui, mes produits, mais aussi avec une connaissance, un enrichissement supplémentaire où est-ce qu'il dit hey, j'avais certaines croyances, puis Colin, c'est pas ça, ou OK, c'est de cette façon-là, puis tu sais, justement, du bœuf nourri 100% lait, ben ça prend 3 ans pour de vrai. Moi, je pensais pas que ça prenait 3 ans. Moi non plus. Mais souvent, tu sais, c'est ce que je leur dis. Tu sais, je fais, moi, quand j'avais mes 3 vaches qui m'ont donné 3 veaux, les 3 premières années, j'avais aucun rendement. Oh mon Dieu, oui. Fait que, tu sais, c'est de dire oui. Puis souvent, les kiosques de proximité, au début, plus maintenant, mais au début, les gens, ils disaient, je vais à la ferme, fait que je vais avoir un rabais. Mais c'est moi, vrai qu'il y avait cette mentalité-là. Il y avait vraiment cette mentalité-là. Puis là, je me disais, mais monsieur, je veux dire, mon bœuf, ça m'a pris 3 ans, le mener à terme. Ça m'a coûté les semences, ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté mes terres. Ça me, tu sais... Donc, non, il n'y a pas nécessairement de rabais. Puis c'était de justifier pourquoi j'ai pas de rabais, tu n'as pas d'intermédiaire. Je fais, oui, mais j'ai un plus petit volume. Moi, j'ai choisi d'avoir un petit volume, mais mon petit volume me coûte beaucoup plus cher que si je serais une grande industrie où est-ce que les marges pourraient être... Mais tu sais, ça, il n'y a personne qui va chez le garagiste en se disant, il va me faire un rabais. Tu sais, on accepte toute la facture de 300$, mais pour manger, il faudrait qu'on mange le moins cher possible ou qu'on ait à rabais si je viens de visiter dans ton kiosque. Mais après, nos clients sont par contre
ça devient des amis. Oui, vous ça avez devient des réguliers, des régulières, j'imagine. Moi, j'ai des personnes où même, surtout à cette période hivernale où j'ai juste le miel et les œufs, je les texte. Je dis, là, je suis au kiosque si vous voulez venir. C'est ouvert. Je veux dire, il y a 3 ans, Claude a eu une opération d'urgence en mai, donc période qu'il faut surtout pas aller à l'hôpital. Et là, je me suis dit, comment je vais faire toute seule, tracteur, préparer les champs. Et j'ai même des clients qui m'apportaient des boîtes à lunch le midi. J'ai un client qui m'a dit, bon, aujourd'hui, je viens t'aider à planter des tomates. C'est là que tu vois que tu es vraiment intégrée. Moi, je me sens plus que québécoise. Mais tu l'es? Oui, je le suis, c'est sûr. Oui, j'ai même ma citoyenneté, mais c'est vrai qu'on se sent, avec un kiosque à la ferme, on se sent vraiment intégré. Puis ça, c'est notre cadeau à la fin de la journée. Je veux dire, la clientèle qui est proche de toi. Moi, à Noël, ils nous offrent, on a même droit à des cadeaux pour nous remercier des produits qu'on produit. Donc, là, tu te dis, j'ai réussi ma mission, parce que notre mission, c'était de bien manger. Et puis, Caroline, c'est la même chose, c'est avoir dans l'assiette une viande de bœuf là, qui a pas été stressée, qui a un goût exceptionnel. Donc, je pense que c'est un plus. Et puis, maintenant, les gens recherchent aussi nos produits. Donc, c'est tout gagnant. J'ai l'impression que dans vos deux cas, en vous écoutant, que vous avez réussi tous deux à faire une espèce d'écosystème dans lequel vous baignez, puis ça montre la qualité de votre travail, mais aussi votre capacité de bien vous intégrer. Donc, je trouve ça vraiment très, très, très inspirant. Puis justement, ça m'amène à poser mes questions. Votre identité en tant qu'agricultrice, est-ce que tu te considères toujours femme immigrante agricultrice? Est-ce que toi, tu te considères, t'es née sur une ferme et après t'es urbaine, revenue à la ferme? Est-ce que ça vous habite encore? Moi, je dirais que moins. Pour moi, je suis plus une immigrante. C'est vrai que souvent, à cause de l'accent, on me dit « Oh, tu viens d'où ?» Donc, je réponds très souvent... Ça, c'est un classique. « Oh, tu viens d'où? » Je dis toujours de Sherbrooke ou de Magog. Il me dit « Oui, mais avant. » Non, je pense que je suis intégrée. Même parfois, quand je regarde en arrière, là, en 10 ans, maintenant, je suis même présidente des agricultrices du Québec. Donc... je dirais que c'est une belle fierté aussi. Je sais que mes parents sont très fiers parce que mon papa, toujours, lui, je suis devenue une agricultrice. Quand il voit les photos, il me fait « Wow ». Donc, non, moi, je suis contente. Et puis on est tellement un beau réseau. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis. Parfois, je dis, au fait, ça fait combien d'années que je suis ici? J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici. Donc, et puis les enfants, c'est des vrais Québécois. Je veux dire, Juliette, quand elle parle, n'est-ce pas, Catherine? Elle a vraiment, elle a moins l'accent français. Benjamin, voilà, ils ont un conjoint. Ils ont un petit fond, mais... Oui, un petit fond pour vous, mais c'est vrai que pour nous. Donc, je pense qu'en plus, on a réussi que tous les 4, on est heureux, parce que ça, c'était vraiment notre but. Moi, quand je suis partie, j'ai dit à Claude, par contre, s'il y en a un de nous 4 qui ne se plaît pas, est-ce qu'on a le droit de revenir? C'est vrai que parce qu'il y a une question de fierté, là. Il y a aussi, quand tu retournes, c'est que tu as fait un échec, alors que ça n'aurait pas été un échec, parce qu'on aurait fait une expérience, mais ça, je l'avais demandé à Claude. Et je sais que moi, au bout d'un mois, à un moment, je dis à Claude, « Oh là là, ça ne va pas très bien. » Il me dit, « Comment ça? » Je lui ai dit, « Je suis heureuse. » Il me dit, « Tant mieux. » Il devait s'attendre à « On refait les valises, on part, on vend tout. » Voilà, mais je lui dis, « Ouais, mais la famille ne me manque pas. » Donc, tu sais, c'est là que tu réalises, que tes parents n'écoutent pas. Oui, même s'ils écoutent, ils le savent, je leur avais dit, mais d'un seul coup, tu te dis... Comment ça se fait? Parce que moi, j'étais très famille. J'étais vraiment très famille. Même mes parents, je les appelle, même ici, je les appelle toujours tous les jours. Mais tu sais, là, tu te poses des questions, tu te dis, mais
Mais c'est tant mieux, c'est qu'on s'intégrait vite. On nous avait dit, va vite voir ce groupe-là, il y a beaucoup de Français. Non, nous, ce qu'on voulait, c'était... si j'en rencontre, je suis bien contente, mais ce qu'on voulait, c'était vite s'intégrer. Puis là, les enfants ont un beau métier, et donc on est vraiment heureux, tous les quatre, de ce projet. Et toi, Caroline, ton identité? On est bien allé. Ben écoute, moi, je me sens 100% agricultrice et je m'affirme 100% agricultrice. Il y a à peine 10 ans, jamais j'aurais cru ça, mais vraiment pas. Mais aujourd'hui, jamais je ne reviendrai en arrière. Je suis vraiment... Puis il y a cette fierté-là, à un moment donné, je crois qu'en tant qu'agricultrice, de dire... J'aime mon métier, mais je réussis aussi dans la lignée que j'ai. Et j'ai une fierté en tant que maman aussi de dire c'est ce que j'apporte à mes enfants. Tu sais, mes enfants, ils n'ont peut-être pas de voyage, de ci, de ça. Mais moi, mon plus beau cadeau de maman, c'est de voir mes enfants sortir de l'autobus, courir, aller au potager, manger, aller s'occuper des animaux. Moi, quand que je vois ça, je fais comme... J'ai tout donné. Tu sais, j'ai tout donné. Tu pèses ton petit cœur de maman. J'ai de mes les yeux pleins d'eau. Mais c'est vrai que c'est des sacrifices qui ont valu le coup. Et puis, en fait, on n'a pas du tout le même âge, mais on est à 10 ans quasiment pareil du projet. Et puis, je pense qu'on cherchait des valeurs de produits, puis des valeurs de vie. Et puis, comme tu dis, c'est sûr, on part moins en vacances, on va moins au restaurant, mais on a une vie qui nous plaît. Surtout, c'est ça, parce que c'est dur d'avoir le métier qui te plaît. Puis, on ne nous a pas forcé à le faire. C'est ce que... Parfois, là, quand je suis un petit peu découragée, Juliette, elle me dit, Juliette, ma fille, elle me dit, mais tu l'as choisi. Des fois, je te le dis aussi. Oui, c'est vrai, quand on a des petits moments un peu plus négatifs, mais c'est vrai, on l'a choisi. Même ce que je dis, moi, souvent, je suis plus que québécoise que tout le monde parce qu'on a choisi de venir ici s'installer. Mais même si on est parti parfois avec des embûches, le résultat est là et puis on fait partie de la communauté. Et puis à Magog ou toi, Saint-Hyacinthe, ben, on est une ferme de référence et puis ça, c'est beau aussi. Et puis pour les autres femmes aussi. Oui, il y avait... Donc avec du recul, Caroline, c'est ça, je m'en allais dire aussi. Tu ferais le même choix? Oui. Sans hésitation. Mais si tu avais à faire une chose de différente, une ou deux choses, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben tu sais, il y aurait des choses que je ferais de quand même différent. Ouais. La première des choses, c'est que moi, mon conjoint, quand on a acheté la ferme, on s'est garoché, là, vraiment. On a beaucoup tout fait. Puis moi, encore, je suivais mon chum encore plus parce que je venais de perdre mon père. Fait que le fait que je vivais un deuil, je venais d'accoucher d'un petit bébé qui avait à peine 2 semaines. J'avais besoin émotionnellement d'oublier, façon de parler. Fait que je me suis garochée dans le travail et ça fait aujourd'hui que, là, à l'âge de 36 ans, où est-ce que notre entreprise, elle est plus mûre financièrement, on serait prêt à aller dans un autre échelon, mais on n'a plus de force. On n'a plus de force parce qu'on s'est tellement garoché partout qu'on a tout enlevé l'énergie qu'on avait. Fait que, avec du recul, je prendrais projet par projet. Puis je dirais aux agricultrices qui veulent se lancer qu'on ne peut pas tout faire. Chose que L'accepter. Oui, d'accepter. À un moment donné, je me suis dit, hey, pourquoi on essaie tout le temps de faire d'autres produits quand il y a une autre personne qui fait des merveilleux légumes avec les mêmes valeurs que moi. Fait que je vais l'approcher, je vais la mettre dans ma boutique. Il y a une autre personne qui fait du mieux. Fait que essayer d'arrêter de vouloir tout faire et de s'épuiser et d'aller chercher les autres personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, parce qu'il y en a, puis de les ramener vers toi, tu sais. Moi, je te dirais que ça serait la plus grosse chose que j'aurais changé. Ouais. Moi, ce que j'aurais changé, c'est d'avoir commencé plus tôt. D'avoir 36 ans, c'est ça? Voilà, d'avoir 36 ans. Je pense que peut-être d'avoir fait le projet peut-être un petit peu plus tôt. Là, ça faisait 16 ans, donc on l'a fait 5 ans après. Mais en même temps, est-ce que ce qu'on a découvert et acquis
nos 5 premières années où là, on s'est vraiment occupé des enfants parce que quand on est parti de France, c'était on sera salarié, on travaillera plus 7 jours sur 7 comme en France, on profitera des enfants. Donc, je dirais que peut-être les 5 premières années ont été aussi peut-être pour notre réussite d'intégration pour les enfants parce que comme tu n'as pas de famille, tu dois jouer papy, mamie, tonton, tata. C'est toi qui joues tous ces rôles-là. Donc, est-ce que, c'est parlant justement, bon, Caroline t'a dit que tu as 36 ans, Véronique, on le sait que tu as plus que 40 ans. Est-ce que, Véronique, tu sais, toi, de ton côté, est-ce que vous avez de la relève potentielle ou non? Moi, je n'ai pas de relève. Juliette est comptable. Benjamin est designer chez Megablock. Par contre, c'est 2 enfants qui aiment venir à la ferme. De là, en faire leur métier, surtout maraîcher en petite surface, c'est très contraignant. Donc, je ne pense pas, mais on ne peut pas dire jamais, parce que on sait jamais. Comme nous deux, on voit qu'on avait dit non et puis on est agricultrice. Donc, mais je ne pense pas mais il voudrait qu'on garde la ferme, par contre. Si jamais vous pouvez faire affaire avec l'artère. Voilà, aussi. D'ailleurs, il faut se prendre d'avance. Oui, il faut bien se prendre. Oui, justement, hier, j'étais à une formation sur le transfert d'entreprise. Et donc, oui, c'est pas du jour au lendemain qu'on décide. Puis même dans notre tête, parce que moi, j'aime être à la ferme et au kiosque. Donc, ça aussi, il faudra que ma tête soit prête de ne plus être au kiosque. Donc, non, ça sera... Mais la relève apparentée, ça, je ne l'ai pas, malheureusement. Puis Caroline, t'es jeune encore, mais... 3 petits cocos. Oui, c'est sûr que c'est très précoce de parler de relève, puisque mes enfants ont 5, 8 et 9 ans. On leur remettra pas ça tout de suite. Oui, c'est ça. Mais écoute, tu sais, ils démontrent beaucoup d'intérêt et parfois, je trouve ça très drôle, les entendre au loin dire... Toi, tu vas t'occuper de la boutique. Moi, je vais m'occuper... Tu sais, ils ont déjà des parties de leur département. Là, je fais comme, c'est bien. Mais en même temps, je leur dis beaucoup en tant que maman, tu sais, on vous dit qu'on aime beaucoup notre métier, mais si vous voulez aller voir à l'extérieur, vous avez le droit. Et si vous voulez revenir, la porte va toujours être ouverte à la bien placée. Parce que je l'ai fait. Oui. Fait que pour moi, ça serait comme juste un processus normal, mais juste leur démontrer que les 3 ont leur place. Tu sais, des fois, on oublie un, qu'il est peut-être un peu plus discret, mais tu sais, toi aussi, tu as ta place. Si tu veux, il y aura de la place pour les 3, puis on va vous faire des projets. Oh, c'est beau. Parce que moi, mesdames, je vous ai trouvé extraordinaires. Vous avez démontré qu'il y a différentes façons de s'établir en agriculture et des manières... Et vous êtes un grand succès. Donc, merci. Catherine, je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Non, en fait, moi, je voulais juste terminer en vous disant que vous êtes très inspirante et malgré le fait que vous avez été considérés comme des extraterrestres de l'agriculture, pour reprendre tes mots, Caroline, continuez parce que ça prend des modèles comme vous, parce que je pense que vous êtes inspirante, vous donnez envie à d'autres jeunes femmes ou moins jeunes de se lancer en agriculture et c'est beau de voir de la diversité et de voir que il n'y a pas juste les modèles traditionnels qui existent. Donc, chapeau, merci de nous nourrir à tous les jours de la façon dont vous le faites. Merci à vous aussi, parce que vous nous entourez bien aussi, hein? N'oublions pas. Donc, vous êtes une super équipe aussi, et puis vous l'avez vu, Caroline comme moi, les agricultrices du Québec font partie aussi de notre réussite. Donc, merci à vous. On est chanceuse de vous avoir également. Très chanceuse. Merci beaucoup, mesdames. Ça fait un plaisir. Merci. C'est ce qui conclut cet épisode. Un grand merci à Benoît, Caroline et Véronique d'avoir été présents avec nous. On espère que vous en avez appris autant que nous sur les différentes façons de s'établir en agriculture. Si vous souhaitez connaître davantage sur l'Artère, visitez leur site web au www.artère.ca pour plus d'informations. Et si vous êtes de passage à Magog-en-Estrie sur le chemin des Pères, arrêtez à la ferme Herbe, la grange maraîchère, pour vos légumes frais. Et si vous êtes à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, passez à la ferme Brevin pour acheter votre viande de bœuf de qualité.
Nous, on se retrouve le 18 février prochain pour notre 3e épisode qui abordera les terres qui se transforment avec M. Philippe Pagé, directeur général de Viapol et ancien maire de Saint-Camille. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci.